Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. Hier soir, les sénateurs ont entamé l'examen du budget rectificatif de la sécurité sociale pour 2014. Alors, c'est un texte très important pour le gouvernement puisque c'est lui qui met en musique le pacte de compétitivité. Rappelez-vous, c'est ce texte qui avait entraîné, lors de son examen à l'Assemblée nationale, un bras de fer entre le gouvernement et une partie des socialistes. Les députés frondeurs s'opposent notamment aux baisses de charges qui sont accordées aux entreprises sans contrepartie en termes d'emploi. Finalement, l'Assemblée nationale a voté, malgré cette rébellion, le texte le 8 juillet dernier. Ici au Sénat, l'ambiance devrait être beaucoup plus sereine, la discussion en séance publique beaucoup moins houleuse. Mercredi dernier, la Commission des affaires sociales du Sénat a du reste entériné le texte, même si elle a adopté 2 amendements de son rapporteur, Yves Daudigny. L'un d'eux notamment, qui a du reste été adopté à l'unanimité par cette commission, vient doubler l'abattement des charges sociales dont bénéficient les particuliers pour les emplois à domicile. Il passerait ainsi de 75 centimes à 1,50 € par heure supplémentaire. Mais tout de suite, direction l'hémicycle pour suivre cette discussion générale sur le budget rectificatif de la sécurité sociale pour 2014. Très bonne matinée à tous sur notre chaîne. Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2014. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean Desessard pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la responsable de commission, chers collègues, le PLFR-SS que nous examinons aujourd'hui est une traduction du pacte de responsabilité qui définit l'objectif économique voulu par le gouvernement. Alléger le coût du travail pour relancer l'activité. Intention sans doute louable, mais qui mérite réalisation. Avec les 20 milliards d'euros du CICE, ce sont au total 41 milliards d'euros qui seront ainsi accordés aux entreprises. Le gouvernement estime que cette manne financière nouvelle permettra aux entreprises de créer 190 000 postes supplémentaires. Monsieur le rapporteur l'a dit cet après-midi, le pacte de responsabilité, c'est la confiance. Mais la confiance, ça se construit, ça se vérifie. Ce n'est pas un pari. Et aujourd'hui, rien ne permet de garantir que les entreprises utiliseront ces nouvelles marges de manœuvre pour créer des emplois. En effet, l'histoire a prouvé que ces allègements de charges profitent toujours, jusqu'à maintenant, au capital plutôt qu'au travail. Une preuve, entre 1993, date à laquelle les premiers allègements de charges ont été accordés, et 2013, la part de la valeur ajoutée des entreprises allouée au salaire est quasiment restée stable, de 48% à 51%, tandis que la part allouée aux dividendes a plus que doublé, passant de 6% à plus de 14%. L'impact en termes d'emploi de ces allègements est donc peu évident. Et pour financer ces allègements de charges, le gouvernement fait le choix de réduire la dépense publique de 50 milliards d'euros à l'horizon 2017. Madame la ministre, il y a là un paradoxe. Comment reconnaître que la santé, la justice, l'action sociale, la dépendance ont besoin de moyens de postes supplémentaires et en même temps annoncer un plan d'économie de la dépense publique sans précédent? Nous ne sommes pas les seuls écologistes à faire cette analyse. Bien sûr, il y a les communistes, mais également d'autres, puisque selon la direction du Trésor, si les mesures du pacte devaient générer 190 000 emplois et 0,6 points de croissance cumulée à l'horizon 2017, les 50 milliards d'économies devraient engendrer
À la même échéance, la suppression de 250 000 emplois et une baisse de croissance de 1,4 point cumulé. C'est-à-dire, ce qu'on donne d'un côté, qu'on croit gagner, eh bien, on le paie de l'autre et de façon plus importante, y compris en termes de création d'emplois. Ce PLFRSS manque aussi d'équité par le gel de certaines prestations. Le projet initial prévoyait un gel des aides personnalisées au logement, mais un amendement du rapporteur à l'Assemblée nationale a supprimé cette mesure, ce dont nous nous félicitons. Cependant, le gel des pensions retraite supérieures à 1 205 € pendant un an est lui maintenu, ce que nous déplorons. Pour mémoire, lors du projet de loi sur les retraites, la revalorisation avait déjà été repoussée de 6 mois. Avec cette mesure, on atteint 18 mois au total sans revalorisation. Ainsi, ce collectif budgétaire fait le choix de pratiquer une politique de l'offre indifférenciée tout en fragilisant les retraités, ce que nous ne cautionnons pas. Les écologistes, je n'aurai pas le temps de développer, proposent un autre modèle, soutenir les secteurs porteurs d'avenir comme la transition énergétique et écologique, inciter les comportements vertueux des entreprises par des incitations ciblées et responsables, tout en garantissant la justice sociale par des contributions progressives. Dans ses communications, le gouvernement annonce vouloir soutenir les plus modestes. Pour vraiment agir en leur faveur, nous vous proposons une solution plus juste et plus efficace. Dans un premier temps, l'instauration d'une CSG progressive. Quant aux allègements de charges sur les bas salaires, nous n'y croyons pas, et d'ailleurs un rapport qui n'a pas été voté ce matin le confirme, c'est qu'il n'y a aucune certitude que cela crée des emplois. Nous sommes opposés aux allègements de charges sur les bas salaires. Et pour réduire l'impact négatif de ces mesures, nous vous proposerons la conditionnalité de ces allègements, ce sont des amendements, de charges pour qu'ils ne soient de droit uniquement lorsque le poste est en CDI ou à temps complet. Nous vous proposerons également une réduction des cotisations sociales de 500 € par mois et par apprenti pour développer l'apprentissage. Nous vous proposerons l'ouverture des emplois d'avenir aux chômeurs longue durée. Ces mesures temporaires jusqu'en décembre 2015 permettront de donner un coup de pouce supplémentaire à la création d'emplois et des aides financières qui, elles, auront des effets rapides et mesurables. Pour l'exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés, nous proposerons que l'allègement bénéficie aux entreprises qui communiquent sur leur politique de salaire, de dividendes et d'optimisation fiscale. Enfin, nous proposerons la suppression du gel des retraites, car il n'est pas acceptable que les seules économies de ce projet de loi soient réalisées avec la pension des retraités. En conclusion, ce PLFRSS accorde des faveurs, des cadeaux, est-ce qu'on peut dire, on verra, aux entreprises sans contrôle, sans conditionnalité, fragilise les retraités, réduit notre protection sociale et, en l'état, il ne correspond pas aux attentes des écologistes. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Noël Cardoux pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues, vous ne serez pas surpris, cher Monsieur Dessessart, que mon intervention soit radicalement divergente de celle que vous venez de prononcer. Et j'ai tendance à commencer en disant « enfin, enfin ». Après tant de déclarations du Président de la République et des premiers ministres successifs sur le pacte de responsabilité et après un an de valses hésitations, une ébauche de mesures nous est enfin présentée. Mais à quel prix ? Et les précédents intervenants illustrent parfaitement ce propos. C'est un dispositif qui ménage la chèvre et le chou, le MEDEF d'un côté et l'aile gauche de la majorité de l'autre. Et bien entendu, un tel dispositif ne peut satisfaire personne. Vous proposez des exonérations de charges sociales sur les bas salaires, 1,6 fois le SMIC. Ce n'est en fait que compléter bien modestement le dispositif Fillon, puisque seuls disparaissent le Fonds national d'aide au logement et la cotisation accident du travail. Vous réduisez de 1,8 point la cotisation allocation familiale, mais sans poser le problème d'une véritable réforme avec l'opportunité d'un autre financement du coût
de la politique familiale qui ne laisserait aux entreprises que la seule charge des salaires de substitution, comme notre groupe, en la personne de Gérard Longuet, l'a exposé dans cet hémicycle au moment de la défense de la motion de Serge Dassault. Vous supprimez la C3S, finançant à hauteur de 5 milliards d'euros le RSI et le Fonds de solidarité vieillesse, en vous bornant à transférer ces sommes vers le régime général et après avoir déplafonné, il y a 2 ans, les cotisations retraite et maladie des travailleurs indépendants. Vous voulez rendre un peu de pouvoir d'achat aux salariés les plus modestes, entre 1 fois et 1,3 fois le SMIC, en réduisant leurs cotisations sociales, tout en oubliant simultanément que vous avez supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires et considérablement alourdi leurs charges d'impôt. Et tout cela ne sera applicable qu'en 2015, toujours plus tard, alors que notre économie est exsangue et que vous ne donnez aucune indication sur le financement de ces mesures, dont la C3S à elle seule représente 5 milliards d'euros. Alors bien entendu, j'ai entendu les précédents orateurs en commission. Notre rapporteur général, M. Daudigny, nous a dit qu'il avait peu d'indications sur le financement. Madame le ministre nous a dit tout à l'heure que, soyez tranquille, on trouvera la solution en 2015. Et le rapporteur de la commission des finances nous a dit qu'il y avait un plan. C'est quand même peu d'éléments concrets quant au financement de ces mesures. Et toujours dans la même logique, eh bien, c'est ce que je dis dans mon propos, plus tard, on verra plus tard. Et malgré la baisse du rythme des dépenses de santé, vous êtes, que je salue au passage, vous êtes dans l'obligation d'augmenter de 100 millions d'euros votre prévision de déficit du régime général en raison du ralentissement d'économie qui est la traduction de cette politique. Alors, devant ces énumérations, on peut se demander pourquoi ce projet de loi rectificative de la sécurité sociale, maintenant. Les précédents intervenants ont parfaitement souligné que c'était un phénomène exceptionnel, puisque depuis presque 20 ans, c'est une démarche qui n'est intervenue que 2 fois. Donc, 2 fois, on pourrait imaginer que ce soit pour un événement considérable qu'il convenait de présenter aux parlementaires avant l'été. Eh bien, pardonnez-moi d'employer une expression assez prosaïque, mais ça fait pchit, puisque en fait, on nous annonce en juillet 2014 des mesures qui ne seront applicables qu'à partir de 2015, et on ne nous dit pas comment cela est financé. Donc je pense qu'on aurait pu économiser ce débat et puis le repousser au moment du projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'automne. Ça aurait été beaucoup plus logique. Alors, en revanche, les seules données financières claires que vous exprimez dès 2014 ne sont pas des économies, mais un ralentissement des dépenses, comme cela a été expliqué tout à l'heure, en gelant un certain nombre de prestations sociales, ce qui est fortement contesté par votre aile gauche, nous l'avons entendu, et en particulier la retraite des classes moyennes, ce qui pour nous est inacceptable. Ajoutons à cela, à ce tableau, une suppression de 160 millions d'euros du fonds de modernisation des hôpitaux, qui ne s'imposait pas, à notre sens. Et puis, il y a encore devant nous, parce qu'on ne sait pas comment ce sera financé, ce fameux plan pour la dépendance qui nous attend. C'était prévu à l'automne 2014, ce sera en 2015 maintenant, mais on ne sait pas non plus comment ce sera financé. Je crains que nous soyons encore confrontés à des impasses. Alors, je dirais que nous sommes loin du choc de compétitivité si nécessaire à la France. Dans notre esprit, la seule solution serait de lancer des signes forts dans les secteurs qui en ont le plus besoin. Et en premier lieu, les services à la personne et les emplois à domicile. Le secrétaire d'État, M. Ecker, a déclaré récemment que la réduction de cotisation devait être fixée par décret et qu'il envisageait une modulation d'abattement pour revenir sur la suppression du calcul au forfait il y a quelques mois, qui pouvait être comprise entre 0,75 € jusqu'à 2 €. Notre rapporteur, et d'ailleurs je salue le fait que ce projet d'amendement a été adopté à l'unanimité par la Commission, a proposé un abattement d'1,50 €, mais nous voudrions aller plus loin,
au moins 2 €, voire rétablir en partie le système du calcul au forfait. Il faudrait aussi étendre les exonérations de charges des entreprises, en particulier celles d'allocation familiale, aux revenus représentant 3 ou 4 fois le SMIC, ce qui donnerait un coup de fouet salutaire aux entreprises innovantes et aux start-up. Et on sait très bien que ces entreprises qui exportent, qui font preuve de beaucoup d'imagination, sont défavorisées dans la compétition mondiale et limitées par le bas ces exonérations les pénalise considérablement. Madame le ministre, pendant le débat à la Commission, vous nous avez dit que ce sera fait en 2016 ou en 2017, et je dis plus tard, toujours plus tard, toujours plus tard. Il faudrait aussi, ce n'est pas tout à fait le débat du jour, mais cela en fait partie, réviser le CICE pour qu'il soit accessible à cette catégorie d'entreprises que je viens de décrire, start-up, entreprises innovantes, parce qu'actuellement, nous savons très bien qui bénéficient essentiellement à des entreprises qui ne sont pas délocalisables, les grandes surfaces, la Poste, alors qu'en fait, ce sont les entreprises qui exportent et qui auraient besoin de ce coup de pouce. Et nous revenons là encore à une interrogation, une suggestion sur le financement de ces mesures, et nous préconisons cette TVA anti-délocalisation que vous avez supprimée, mais qui refait son chemin progressivement dans l'esprit. D'ailleurs, notre rapporteur nous a dit « oui, peut-être, pas plus loin, mais c'est quelque chose qui continue de faire son chemin, et je crois qu'il faudrait faire un effort d'étude à ce sujet-là, parce qu'il ne suffit pas de dire on augmente de 2 ou 3 points la TVA, il faut avoir des augmentations de TVA ciblées et avoir des augmentations très sensibles sur certains produits de haut niveau, sur certains produits importés. Je pense aux voitures 4x4. On pourrait en faire aussi une TVA favorisant la fiscalité écologique, mais tout le monde sait bien que c'est la solution. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que les ministres des Finances de la zone euro, très récemment, le 7 juillet, ont recommandé l'allègement de la fiscalité sur le travail qui serait compensé, je cite, entre guillemets, par des sources de revenus fiscaux moins préjudiciables à la croissance, comme des taxes sur la consommation. C'est une phrase que, très modestement, j'aurais bien pu reprendre à mon compte, mais c'est la collégialité des ministres des Finances de la zone euro qui l'a prononcée. Alors, vous voyez, chers collègues, je vous rassure, j'aurais utilisé qu'une partie de mon temps de parole, mais pour terminer, ce n'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est quand même, je pense, assez réaliste. J'aimerais vous donner une définition, parmi d'autres, que j'ai trouvée de l'autodestruction. Le comportement autodestructeur est une sorte d'autopunition en réponse à un échec personnel. Il est souvent motivé par un besoin d'attention. Et je pense qu'avec ce texte, et les textes qui vont venir ou qui sont passés, que nous sommes un peu au cœur du problème, parce qu'on nous propose des textes qui, bien souvent, sont des textes d'affichage, je l'ai dit, mais qui reviennent sur des mesures que vous avez même vous-même votées il y a quelque temps. Alors, j'ai tendance à dire, après avoir minutieusement et laborieusement détricoté tout ce qu'avait fait le précédent gouvernement, eh bien, vous commencez à détricoter ce que vous avez vous-même enclenché. C'est quand même le comble. Et je prendrai simplement quelques exemples. Les emplois d'avenir, on en a déjà parlé, j'avais fait cette allusion devant M. Sapin à un certain moment, les emplois d'avenir qui timidement vont s'ouvrir au monde de l'entreprise. Le temps partiel, qui pose d'énormes problèmes, on l'avait bien souligné lors de la loi sur la sécurisation de l'emploi, la pénibilité qui a été la pomme de discorde avec les partenaires sociaux il y a peu de temps. Et Dieu sait si dans cet hémicycle, au moment de la loi sur les retraites, nous avions multiplié les mises en garde contre l'usine à gaz que ce compte pénibilité pouvait faire. Vous êtes en train de revenir tout doucement en arrière. La loi Allure, n'en parlons pas, qui est un frein considérable à la construction de logements. Et puis bientôt, ça c'est le dernier né, le président de la République l'a lui-même annoncé, eh bien on va revenir sur les mesures néfastes contre l'apprentissage que vous aviez vous-même voté. Et lors du débat sur la formation professionnelle, nous avions aussi fortement ciblé ce problème en disant que vous étiez en train de sacrifier l'apprentissage. Alors bien sûr, vous revenez tout doucement dessus, mais pourtant,
nous avions tiré la sonnette d'alarme, nous n'avons pas été entendus et nous le regrettons. Alors ma conclusion sera de dire, eh bien, vous commencez à réagir, c'est bien, mais pas assez vite et pas assez vigoureusement. Bien sûr, on n'est pas d'accord avec une partie de votre majorité, mais je crois qu'il faut aller encore plus loin et créer ce véritable choc dont la France a tellement besoin. Voilà pourquoi, et ce sera ma conclusion, notre groupe s'abstiendra sur la partie recette de ce texte qui, malgré ses insuffisances, est un timide premier pas dans la bonne direction. Et puis nous souhaitons que le débat aille à son terme. Donc nous verrons après, quand cette première partie sera passée, eh bien, quelle sera notre position sur le texte final. Mais je crains malheureusement que nous soyons contraints de nous y opposer. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Gérard Roche pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, pourquoi une loi rectificative en 2014 alors qu'elle ne s'appliquera qu'en 2015 ? Nous attendions une réforme structurelle et nous avons un chèque en blanc. Oui, c'est bien cela qui peut s'apparenter, à quoi peut s'apparenter le présent texte, un chèque en blanc et plus précisément un double chèque en blanc fait d'une part entre le Parlement et le gouvernement et d'autre part par le gouvernement aux entreprises. Premier volet de ce chèque en blanc, donc, celui que l'on nous demande de signer aujourd'hui à nous parlementaires. En effet, ce PLFRSS, c'est dur à dire, dépense sans compenser. Il met en œuvre l'essentiel des mesures de relance du pacte de responsabilité et de solidarité, mais sans que nous n'ayons aucune idée de la manière dont les pertes de recettes engendrées pour la protection sociale seront financées. Seules les mesures relatives à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu relèvent du champ des lois de finances. Autrement dit, 70% des dépenses nouvelles du pacte relèvent du champ des lois de financement de la sécurité sociale, donc du projet rectificatif. D'où son importance politique mais aussi symbolique pour le gouvernement. Mais de notre point de vue de parlementaire, comment le voter sans avoir une vision d'ensemble du dispositif envisagé? Pour 2014 et 2015, le PLFRSS programme 9 milliards d'euros de recettes en moins pour seulement 1,3 milliard d'économies. Donc, ce n'est pas moins de 7,7 milliards de recettes que nous sommes censés accepter sans savoir comment elles seront financées. J'ai bien entendu notre collègue Jean-Pierre Cafet nous détailler des mesures que nous connaissions déjà en partie. Madame la ministre, pouvez-vous confirmer ce qui vient d'être dit? Car dans votre propos, vous étiez plutôt replié sur la loi organique et ordinaire de 2015. Madame la ministre, nous ne doutons pas une seule seconde que les pertes de recettes pour la protection sociale seront compensées par le budget de l'État, y compris la perte des recettes liées à l'extinction progressive de la C3S. Mais c'est repousser le problème, c'est reculer pour mieux sauter. Ces dépenses vont donc peser sur le budget de l'État. Comment y seront-elles compensées? Économies ou recettes nouvelles? Quel mix des deux? Pour l'heure, nous ne le savons pas. D'où le sentiment que nous avons de passer à côté de la réforme majeure dont notre pays a tant besoin et depuis si longtemps. Cette réforme qui consisterait à profiter de l'allègement des charges sur le travail pour les compenser de deux manières. D'une part par des économies budgétaires structurelles, d'autre part par la fiscalisation du financement de la protection sociale. Nous ne pouvons donc qu'approuver les allègements. Nous les appelons de nos vœux depuis longtemps. Parce que, ce n'est pas un secret pour personne, le financement de la protection sociale pèse aujourd'hui bien trop lourdement sur la production. Le dernier rapport annuel de la Commission sur l'évolution de la fiscalité de l'Union européenne l'a encore rappelé. Il faut donc décharger le travail. Ce que font les deux premiers articles du PLFRSS. Mais s'ils le font encore, selon nous, de manière insuffisante, ils vont dans le bon sens. À terme, nous pensons que c'est la totalité des cotisations famille qui ont vocation à disparaître. Et certains d'entre nous s'interrogent même sur le devenir des cotisations maladie dans les décennies à venir. À terme, cela suppose
de réaliser des économies budgétaires structurelles. Mais où seront les économies? Pour l'heure, la seule qui nous a été proposée, c'est la réforme territoriale, la suppression de l'Assemblée départementale. Or, quand on sait que ce ne sont pas les structures du Conseil général qui coûtent cher, mais les missions dont il est investi, on s'interroge sur le gain budgétaire. Et pendant ce temps-là, sur le terrain, des gens s'étonnent d'apprendre qu'un sous-préfet est peut-être plus important qu'un président de Conseil général. Mais excusez-moi, je suis hors sujet, mais c'est obsessionnel chez moi. Pour financer structurellement la baisse des charges, il faut également fiscaliser le financement de la protection sociale, tout en évitant des impôts de production qui ne feraient que reproduire le problème posé par les charges sociales. Raison pour laquelle nous soutenons aussi la suppression de la C3S, mais sur la masse des besoins de financement, la suppression de cette contribution demeure anecdotique. Alors, cette réforme fiscale, allez-vous, le gouvernement, l'amener à bien, Madame le ministre? Sans doute, au moins en partie, mais il nous faut le dire. Parce que pour l'heure, la seule mesure de financement figurant dans le présent texte est le gel des pensions de retraite de l'article 9. Heureusement, vous avez renoncé au gel des aides au logement. Cela aurait été très choquant. Heureusement, vous semblez avoir renoncé au gel des rentes d'invalidité de la TMP. D'ailleurs, Madame la ministre, y avez-vous vraiment renoncé? Notre Haute Assemblée puis en 2015 des allocations familiales. Des mesures en totale disproportion financière par rapport aux besoins, je ne reviens pas là-dessus. Mais aussi des mesures inacceptables sur le plan de l'équité et sur le plan humain. Vous nous dites qu'il est juste de ne pas revaloriser les pensions de 1 200 € bruts et plus. Madame la ministre, je vous connais un peu. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il est juste de ne pas revaloriser les pensions à partir de 1 200 € bruts. Comme nous, vous savez bien que ces 1 200 € bruts par mois ne peuvent pas faire vivre décemment une famille ou des gens qui sont dans la peine. Et pourtant, le gouvernement avait donné des exemples. On peut approuver la réduction dégressive des cotisations salariales pour des revenus inférieurs ou égaux à 1/3 du SMIC dans le privé. On avait été un peu choqués de voir une certaine disparité avec la fonction publique, puisque ce dégrèvement touchait les revenus inférieurs ou égaux à 1,16 SMIC. Mais j'ai lu attentivement le rapport de la Commission des finances et j'ai eu la réponse. De plus, il faut, pour prendre des mesures fiscales courageuses et de bon sens, elles sont envisageables. 1,5 point de TVA ou 3/4 de point de CSG couvrirait les 9 milliards d'euros de dépenses du pacte de responsabilité et de solidarité pour 2014 et 2015. La CSG présente l'avantage d'être un impôt au taux bas et à l'assiette large. La TVA présente l'avantage de taxer les importations qui représentent tout de même 30% du PIB. Elle ferait donc participer l'étranger au financement de la protection sociale française. De plus, traditionnellement présentée comme un impôt injuste, elle l'est aujourd'hui beaucoup moins, dans la mesure où les produits de première nécessité, dont on sait qu'ils représentent une part bien plus importante du panier de consommation des ménages pauvres par rapport aux ménages aisés, sont assujettis au taux réduit. Pour l'heure, le gouvernement y semble pourtant toujours réfractaire. J'évoquais en ouverture le chèque en blanc en parlant d'un second volet, celui que le gouvernement signe lui-même au bénéfice des entreprises. Parce que les baisses de charges patronales, qui représentent l'essentiel du dispositif, ne sont conditionnées à rien. Alors qu'au départ, la parole présidentielle semblait indiquer le contraire. Donc posons la question, qui est sans doute la plus importante, les baisses de charges auraient-elles dû être conditionnées à des embauches? Historiquement, elles n'ont jamais été. Fallait-il le faire aujourd'hui? Peut-être. À vrai dire, nous sommes un peu réservés sur cette date, car cet aspect de chèque en blanc est trop inévitable. Attention, ce n'est pas un problème technique. L'octroi des allègements serait conditionné à l'évolution de l'effectif des entreprises, c'est facile. Mais sur le fond, il serait impossible dans ces conditions de distinguer les effets d'aubaine des véritables embauches liées au bénéfice des allègements. Un effet d'autant plus probable que les entreprises françaises sont actuellement aujourd'hui en surcapacité d'emploi. Le système ne résoudrait donc rien, puisque les entreprises ou renonceraient aux allègements de charges ou créeraient des emplois non productifs, ce qui n'améliorerait en rien leur compétitivité. Au contraire, le véritable objet des allègements de charges est de créer une dynamique vertueuse, véritablement économique.
Il s'agit de restaurer les marges des entreprises pour qu'elles développent leur activité et créent de l'emploi directement ou indirectement par leur consommation. Mais alors, ne mentons pas aux Français, il ne peut s'agir d'emplois immédiats, mais d'emplois pour le futur. Pour que cet effet l'emporte, il faut que les gains générés par les allègements aillent principalement à la rémunération du facteur travail, c'est-à-dire à la masse salariale, soit sous forme d'augmentation de salaire, soit sous forme d'embauche, ou à l'investissement de l'entreprise pour améliorer son outil de production, mais pas à la rémunération du capital, c'est-à-dire des actionnaires, sauf dans les cas spécifiques d'ouverture de capital. En effet, dans ces derniers cas, les perspectives d'amélioration de la rémunération du capital peuvent générer un effet de levier vertueux pour faciliter les levées de fonds et permettre ainsi à l'entreprise d'investir. Dans ces conditions, plutôt qu'un mécanisme de sanction consistant à lier les baisses de charges à l'embauche, ne peut-on imaginer mettre en place un mécanisme consistant à supprimer les allègements de charges ou créer des amendes correspondantes pour les entreprises qui n'auront pas joué le jeu, c'est-à-dire les entreprises qui auront principalement employé le gain des allègements à rémunérer les actionnaires. Madame le ministre, que pensez-vous d'une telle piste? Est-elle à l'étude? Par ailleurs, même dans l'hypothèse où le gain des allègements de charges serait correctement employé à la rémunération du facteur travail ou à l'investissement, il ne produira le maximum de ses effets de relance que si cela se traduit par une baisse de l'importation. Et c'est là que je veux en venir pour terminer. Je veux en venir à la TVA sociale, qui seule peut limiter cet effet. Alors la boucle est bouclée. Le binôme allègement de charges associé à la TVA sociale est donc bien, à nos yeux, un binôme indissociable. Sincèrement, je crois, Madame la Ministre, que c'est une erreur de persister à la dissocier. Je n'ai bien sûr pas la prétention de vous avoir convaincu et de devoir changer vos orientations. Mais notre vote en dépendra naturellement. Merci de votre attention. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Christiane de Montes pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Messieurs les rapporteurs Yves Daudigny et Jean-Pierre Caffet, mes chers collègues, excusez-moi, mais le ton va changer. Nous allons soutenir ce projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014. Alors c'est vrai, la situation dans laquelle s'inscrit ce projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 est difficile. Nous le savons tous, nous le voyons tous les jours. Ce texte s'inscrit dans la logique de redressement dans la justice de notre pays, initiée depuis 2012. Joint à la loi de finances rectificative, il constitue la première étape de mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, lequel répond à l'engagement pris par le Président de la République le 14 janvier dernier, à l'exigence de trouver de nouveaux moyens dédiés à l'emploi, à l'investissement, au renforcement de la compétitivité de nos entreprises et évidemment à la croissance. Ce texte revêt donc une importance particulière. Rationnel, il prend le possible en considération, notamment au regard de la situation de nos comptes publics ainsi que du déficit structurel de compétitivité dont souffre notre économie et d'ailleurs depuis de nombreuses années et bien avant 2012. Il est l'expression de ce pacte de responsabilité et de solidarité qui repose sur un triptyque alliant compétitivité avec la politique de la fiscalité sur les entreprises qui abaissera le coût du travail, responsabilité avec un plan d'économie de 50 milliards d'euros sur 3 ans, ce qui nous permettra de respecter la trajectoire budgétaire des finances publiques, et enfin solidarité avec les dispositions soutenant le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Sur la forme, vous l'avez dit d'ailleurs, Madame la Ministre, j'observe que le 24 juin dernier, la Cour des comptes a certifié la sincérité et l'exactitude des comptes de chacune des branches du régime général de la sécurité sociale et de chacune des caisses nationales qui les pilotent, ce qui, mes chers collègues, est sans précédent.
Ceci est bien l'illustration du fait que la politique engagée depuis 2012 donne des résultats positifs. Cette politique a d'ailleurs généré la baisse des déficits sociaux. Je voudrais vous rappeler, mes chers collègues, de ce côté de l'hémicycle, qu'ils s'élevaient, ces déficits sociaux, à 17,4 milliards d'euros en 2011. Ils sont aujourd'hui de 12,5 milliards d'euros en 2013. En 2010, alors que la croissance atteignait 1,6%, le déficit des comptes sociaux avait progressé de 4,5 milliards d'euros pour atteindre 28 milliards d'euros. En 2013, avec une croissance d'à peine 0,1%, le déficit recule de 2 milliards d'euros. En outre, ce sérieux budgétaire s'est accompagné d'un souci de justice, car il n'y a pas eu de remise en cause de la protection sociale de nos concitoyens. Je vous rappellerai, aucun nouveau déremboursement n'est intervenu depuis 2012, aucune création de forfait supplémentaire. À titre de comparaison, en 2010, la dette de la Cades était étalée, alors que l'autorisation de découvert de l'ACOSS passait, vous vous en souvenez mes chers collègues, de 70 à 130 milliards d'euros. Le système des retraites est pérennisé et des avancées notables ont été réalisées. J'en rappellerai 3. Les carrières longues, mesure de justice s'il en est. Nous avons vu à l'invitation de Madame la ministre il y a quelques semaines des retraités de 60 ans qui avaient commencé à travailler à 15, 16, 17 ans et il était bien normal que ceux-là puissent partir en ayant leur nombre d'années de cotisation. Reconnaissance de la pénibilité. Qui l'avait fait avant nous, cette reconnaissance de la pénibilité? Et enfin, mesure extrêmement importante, prise en compte des durées de maternité pour les femmes, puisqu'on sait qu'en matière de retraite, l'inégalité entre les hommes et les femmes est toujours réelle. De même, des progrès ont été faits et ils étaient attendus. Ainsi, pour de nombreuses familles modestes, la revalorisation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire, celle du complément familial et de l'allocation de soutien familial, l'extension de la CMU-C et de l'aide à la complémentaire santé. Je vous rappelle que 750 000 personnes auront une complémentaire gratuite ou aidée. Ce sérieux budgétaire, ce sens des responsabilités va nous permettre de donner naissance à une véritable politique de santé publique telle que vous nous l'avez annoncée, Madame la Ministre. Sur le fond, ce texte financier entend renforcer la compétitivité de nos entreprises et par extension de l'emploi, première des priorités. Pour ce faire, et alors que nous assistons à la montée en charge du crédit impôt compétitivité emploi, une série de dispositions sont prises. Il s'agit de l'augmentation des allégements généraux pour 4,5 milliards d'euros en 2015. La mesure de l'article 2 inscrit l'exonération des cotisations pour les salariés entre 1 et 1,6 SMIC et bénéficiera avant tout aux PME qui sont les moteurs de l'emploi et de la croissance. Ainsi, dès le 1er janvier 2015, au niveau du SMIC, le zéro cotisation patronale URSSAF sera effectif. À cela, ajoutons la baisse du taux des cotisations familiales de 5 à 2,25% en faveur des travailleurs indépendants pour près d'1 milliard d'euros. Enfin est actée la première étape de suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, sous la forme d'un abattement, exonérant ainsi nombre de petites et moyennes entreprises. Le second pan de ce texte consacre la volonté de conforter la justice sociale et le pouvoir d'achat. Dès janvier prochain, sera mis en œuvre un allègement dégressif des cotisations salariales pour les salaires inférieurs à 1,3 SMIC. Et je suis très surprise d'entendre aujourd'hui certains sur ces bancs qui voudraient qu'on aille plus loin, alors qu'ils n'avaient rien fait au moment où ils étaient au pouvoir. Cette mesure de l'article 1er concerne 5,2 millions de salariés du privé qui verront leur pouvoir d'achat augmenter de plus de 500 € par an. S'ajoute une mesure identique qui sera prise pour les différentes fonctions publiques sur la base du traitement indiciaire brut et ça jusqu'à 1,5 SMIC.
Ce seront ainsi 2,2 millions de fonctionnaires civils et militaires qui seront ainsi concernés pour un coût évalué à 1,5 milliard d'euros. Ces mesures complètent la disposition de la loi de finances rectificative visant à réduire l'impôt sur le revenu pour 3,7 millions de nos concitoyens, pour un montant de plus d'1 milliard d'euros, soit une baisse de 350 € pour un célibataire. Dans cette logique de soutien au pouvoir d'achat et en cohérence avec les revalorisations de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement social, votées là aussi dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, l'allocation de logement familial, l'ALF, est aussi revalorisée. S'ajoute à cela le fait que les retraites d'un montant inférieur à 1 200 € bénéficieront elles aussi de cette réévaluation, alors que les autres seront bloquées pendant 1 an. Je rappelle que ça concerne 50% des retraités de notre pays. Ce PLFSS rectificatif contient aussi les premières mesures du plan d'économie. Ces dispositions viennent compléter les efforts réalisés par nos administrations afin d'offrir le meilleur service tout en contrôlant le coût. Le volume d'économies visé est important et le concours des prestations sociales y participe. Néanmoins, l'effort demandé est progressif et l'absence exceptionnelle de revalorisation des prestations ne concernera ni les ménages modestes, ni, comme nous l'avons vu, la moitié de nos retraités. Pour conclure, je voudrais, Madame la Ministre, vous faire part d'un certain nombre de craintes, mais je sais que vous les partagez. La première, elle concerne la branche vieillesse, ou plus particulièrement l'évolution du Fonds de solidarité vieillesse. Le Fonds de solidarité vieillesse, c'est le miroir de la pauvreté et de la précarité de ceux et de celles qui sont définitivement sortis du marché de l'emploi, et ils sont effectivement nombreux. Et donc, le volume financier du Fonds de solidarité vieillesse augmente, progresse, ce qui doit bien évidemment mobiliser toute notre vigilance. La seconde crainte que je voudrais évoquer, c'est celle qui est liée à la politique de baisse de cotisations sur les bas salaires pour favoriser l'accès à l'emploi et pour favoriser le recrutement par les entreprises. Nous savons bien qu'il existe un risque de création d'une trappe à bas salaire avec ces exonérations de cotisations. Donc là aussi, il nous faut être vigilants. Il est donc heureux que l'alinéa 48 de l'article 2 prévoit la mise en place, au sein de la négociation annuelle de branche sur les salaires, d'une évaluation de l'impact du pacte de responsabilité et en particulier des exonérations de cotisations patronales, mais également du CICE, sur l'emploi et sur les salaires. Pour conclure mon propos, et d'autres collègues interviendront après moi, nous considérons que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif est un texte responsable économiquement, socialement et politiquement. Marqué du sceau de la justice, il s'inscrit dans la logique et l'exigence du redressement de notre pays et apporte des réponses complémentaires et appropriées à la question centrale de l'emploi. Alors, bien sûr, Madame la Ministre, je l'ai dit au début de mon intervention, le groupe socialiste votera ce projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative et le votera avec fierté. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Ronan Kerdraon pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Messieurs les rapporteurs Yves Daudigny et Jean-Pierre Caffé, mes chers collègues. Ce PLFR de la Sécurité sociale s'inscrit comme la première étape de mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité qui était l'une des priorités voulues par le président François Hollande, priorité confirmée par le Premier ministre. La vocation de ce pacte est de proposer des mesures ciblées, comme des baisses de prélèvements, des exonérations en faveur des plus modestes,
mais également en faveur des entreprises. Je veux, à ce sujet, saluer les premiers résultats de la politique de réduction des déficits sociaux menée depuis maintenant 2 ans par votre gouvernement. Néanmoins, la réduction du déficit public ne doit nullement nous faire revoir à la baisse notre politique de protection sociale. Nous devons offrir à l'ensemble de la population, tout en prenant en compte les contraintes économiques du moment, une politique ambitieuse, solidaire et responsable, ainsi que l'a dit Christiane de Montes à l'instant. Cette politique est plus que nécessaire, car les personnes touchées par la pauvreté sont de plus en plus nombreuses et surtout de plus en plus pauvres, et les prestations sociales constituent une protection irremplaçable. L'emploi, nous le savons tous ici, est la priorité des Français. Aussi, la première étape du pacte est dirigée vers les entreprises au travers des articles 2 et 3 du présent projet de loi. L'ambition est de redonner aux entreprises la capacité de faire face à la concurrence grâce à l'allègement du coût du travail, mais aussi par la simplification des procédures administratives. L'allègement des cotisations et la baisse du coût du travail devraient effectivement inciter à la création d'emplois. Mais je reste intimement convaincu que ces mesures importantes prises en faveur des entreprises doivent être accompagnées de garanties confirmant la création d'emplois. Le second engagement est bien entendu le plan d'économie de 50 milliards d'euros qui s'appliquera aux finances de l'État, aux collectivités et à la sécurité sociale. Ainsi, ce projet de loi propose de mettre en place des mesures destinées à corriger l'équilibre des comptes sociaux. Je tiens d'ailleurs à souligner l'initiative de nos collègues de l'Assemblée nationale concernant l'article 9 qui prévoyait le gel des aides au logement. En effet, le logement est ce qui pèse le plus aujourd'hui dans le budget d'un ménage et au regard des conditions de vie précaires des bénéficiaires de ces aides, ils ont décidé de supprimer le gel de l'allocation de logement. Je m'en félicite. Les inégalités s'accroissent et les conséquences sociales sont parfois dramatiques. Il est de notre devoir de promouvoir une politique solidaire, garante de notre système de protection sociale. Les Français consentent depuis des années à de très lourds efforts. Aussi, nous devons, mes chers collègues, trouver un juste équilibre entre réduction des déficits tout en maintenant un haut niveau de protection. François Mitterrand le disait, l'égalité n'est jamais acquise, c'est toujours un combat. Et ce combat, Madame la Ministre, nous savons que vous le menez. Les dispositifs du projet de loi de finances rectificative et ceux du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale doivent être analysés de façon simultanée et cohérente. Jean-Pierre Caffé l'a excellemment dit cet après-midi ici à la tribune. J'aimerais à cet égard parler de l'amendement que j'avais présenté lors du PLFR et que je représente aujourd'hui par le biais d'un article additionnel et qui concerne l'exonération transport, même si cela peut apparaître hors sujet. Le système d'exonération du versement transport fait actuellement l'objet d'amendements dans 2 projets de loi distincts, le PLFR et la loi ESS. Ces modifications génèrent des risques financiers et juridiques pour les AOT, qui pourraient être évités en clarifiant le contenu des amendements. En effet, pour bénéficier d'une exonération, une association ou une fondation doit en faire la demande à l'AOT. Celle-ci contrôle que l'organisme remplit les 3 conditions, à savoir la reconnaissance d'utilité publique, le fait d'être à but non lucratif et l'activité à caractère social. Et si tel est le cas, elle accorde obligatoirement l'exonération par une délibération. 2 amendements ont été adoptés, disais-je, mais dans le cadre de projets de loi distincts. Les 2 amendements suppriment une phrase du Code général des collectivités territoriales qui instaure le régime actuel et la remplace par 2 contenus différents qui se contredisent. Dans le cas de l'amendement adopté lors du PLFR, j'insiste sur le fait que l'impact financier de cet amendement est très aléatoire, voire risqué. Les multiples conditions pourraient s'appliquer à un grand nombre d'organismes, étant donné que les conditions de fonctionnement des structures ne sont pas cumulatives. Pour exemple, il est possible que les hôpitaux privés ou cliniques privées entrent dans son champ d'application, ce qui représenterait un coût énorme pour les AOT et une distorsion de traitement envers les hôpitaux publics. Pour vous donner une idée plus précise, sur le territoire de Saint-Brieuc agglomération dont je suis l'élu, l'impact de cette mesure est estimé à 1,4 million d'euros, soit 10% du produit du versement transport. La contradiction entre les 2 amendements nécessite un choix pour assurer la cohérence de la loi. Soit choisir l'amendement réservant l'exonération aux entreprises solidaires d'utilité sociale, soit choisir l'amendement élargissant l'exonération actuelle. Et dans ce cas, une sécurisation des conditions d'application est indispensable pour limiter le nombre de recours. Aussi,
L'amendement que je présente se base sur la proposition exprimée dans le projet de loi relatif à l'ESS, qui vise à exonérer les associations et fondations lorsque celles-ci bénéficient de l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale actualisé à l'article 7 du même projet de loi. Il s'applique également aux centres de lutte contre le cancer, qui ne sont pas couverts par les dispositions du projet de loi sur l'ESS. Cette solution permettrait d'éteindre les risques de contentieux entre associations et AOT, puisque seule l'existence de l'agrément permet à l'association de se prévaloir d'une exonération. Par ailleurs, grâce aux conditions à réunir pour obtenir l'agrément, cette solution permettrait de concilier le soutien au secteur de l'économie sociale et solidaire et la préservation de la situation financière des AOT dans un contexte financier très tendu pour une grande partie d'entre elles. Je m'arrêterai là. Ce projet de loi, en conclusion, marque le point de départ du pacte de responsabilité et de solidarité, projet de loi basé sur la compétitivité, sur la responsabilité et surtout sur la solidarité. L'équilibre est délicat, nous le savons. Il nous faut veiller à soutenir le plus possible les personnes les plus précaires. Et nous savons, au groupe socialiste, que tel est votre objectif. Madame la ministre, je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Aline Archimbaud pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le rapporteur pour avis, chers collègues, Madame la Ministre, je vous le dis d'emblée, nous partageons votre volonté de diminuer la dette de la sécurité sociale pour assurer la pérennité de notre système de solidarité nationale. Mais nous ne partageons pas votre vision de la manière dont il faut réduire ces dépenses publiques qui devraient passer, selon nous, en développant d'autres priorités en matière de santé publique. Nous craignons que les mesures proposées dans ce texte n'hypothèquent l'avenir de la sécurité sociale et voudrions relayer auprès de vous, Madame la Ministre, l'inquiétude des professionnels de santé publique, des travailleurs sociaux, qui se demandent où les coupes vont être faites. Les allègements de cotisations salariales proposés par ce PLFRSS diminueront en effet, cela a déjà été dit, les recettes de la sécurité sociale de 2,5 milliards d'euros, les allègements des cotisations patronales et travailleurs indépendants de 5,5 milliards d'euros et l'abaissement d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés d'1 milliard d'euros. Cela fait en tout 9 milliards d'euros. Toutes ces mesures constituent des diminutions pérennes des recettes de la sécurité sociale, sans que nous soient donnés clairement, aujourd'hui, les moyens pérennes qui seront parallèlement mis en œuvre. Car nous n'osons imaginer que le gel de certaines prestations sociales que vous proposez cette année, et qui d'ailleurs ne compense que très partiellement les sommes en jeu, soit reconduit d'année en année pour équilibrer nos comptes publics. Je crains que les mesures proposées ici ne soient de mauvaises solutions, qui ne mettent en péril l'équilibre financier de notre système de solidarité nationale. Oui, nous pensons qu'une autre vision des questions de santé pourrait amener tout autant d'économies et des économies durables. Pour faire des économies, nous, écologistes, proposons de dépenser autrement, c'est-à-dire d'augmenter beaucoup plus les dépenses d'investissement dans l'accès à la santé, celles qui permettent à court, à moyen et à long terme de faire des économies. Dans cette logique, je ne comprends par exemple pas pourquoi l'adoption de mesures durables pour lutter contre la pollution de l'air prend tant de temps, alors que celle-ci coûte chaque année, ce sont les chiffres du Commissariat général au développement durable de l'année 2012, coûte chaque année entre 30 et 50 milliards d'euros à la sécurité sociale. Je ne comprends pas non plus pourquoi, bientôt, 1 an après la remise de mon rapport sur l'accès aux soins des plus démunis, les mesures de simplification de l'accès aux droits prennent tant de temps à être mises en œuvre, alors que même le Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, le SGMAP, conçu pour tenir le rôle de conseil auprès du gouvernement dans l'élaboration, la conduite, le suivi du programme global de réforme, explique qu'en s'attaquant aux obstacles qui constituent ce parcours du combattant de l'accès aux soins, on améliore
l'état de santé global de la population et que cela dégage un gisement d'économie, qu'ils appellent d'ailleurs, je cite, le gisement moins de maladies. Pour mémoire, un certain nombre de propositions sont faites. Rendre automatique l'attribution de la couverture maladie universelle complémentaire aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. Une autre proposition, fonder l'attribution de la CMU complémentaire et de l'ACS sur le dernier revenu fiscal de référence, c'est-à-dire simplifier considérablement l'accès à ces droits, qui, du coup, en permettant un accès plus facile à la santé, serait un investissement et produirait des économies très importantes. Beaucoup le disent. Je ne comprends pas non plus pourquoi vous continuez à refuser les mesures de santé environnementale que nous proposons après PLFSS, lorsqu'on sait le poids d'un certain nombre d'épidémies, comme le cancer ou d'autres, qui ont en partie, on le sait, des causes environnementales et qui coûtent très cher au budget de la sécurité sociale. Pourquoi, par ailleurs, a-t-on perdu autant de temps sur la question épineuse des refus de soins, qui éloignent durablement de notre système de santé des personnes précaires ou gravement malades, que l'on retrouve dans un état très aggravé plus tard dans nos services d'urgence encombrés et dont la prise en charge coûtera en conséquence finalement beaucoup plus cher, là encore. Pourquoi prévoir dans l'axe 13.1 du plan cancer de dépenser dès maintenant des centaines de millions d'euros supplémentaires pour le garde-asile, alors que ce vaccin est de plus en plus contesté? Ne faudrait-il pas, au minimum, pour cette année, un moratoire sur toute mesure nouvelle d'incitation à ce vaccin, au moins le temps de mener une étude indépendante sur le sujet? Alors, au lieu de tout cela, vous nous proposez des mesures qui apparaissent en l'état, Jean Desessard l'a rappelé tout à l'heure, un chèque en blanc aux entreprises, parce qu'il n'y a pas en face des garanties que tout cela va aboutir à la création d'emplois. Donc ce sont des mesures qui sont sans conditionnalité et qui nous paraissent tout à fait déséquilibrées. Nous allons défendre un certain nombre d'amendements, mais en l'état actuel du texte, nous ne pouvons pas le voter. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Je ne vois pas Jean-Pierre Godefroy. La parole est à Monsieur Georges Labazée pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, mon propos sera bref. Il vise à compléter l'intervention de mon collègue Ronan Kerdraon sous un angle plus médico-social. Souvenez-vous, Ronan Kerdraon l'a rappelé à l'instant, lorsque nous avons examiné le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire, nous avons, avec l'Assemblée nationale, adopté une mesure permettant de préserver l'exonération du versement de transport dont les associations et fondations bénéficiaient depuis plus de 50 ans. Le projet de loi de finances rectificative a supprimé cette exonération. Lourde conséquence pour le secteur médico-social. Et c'est pour cela que je me permets de vous en parler durant l'examen de ce projet de loi rectificative de la sécurité sociale. En effet, les associations et autres fondations du secteur sanitaire social et médico-social qui accompagnent au quotidien les citoyens les plus vulnérables, personnes handicapées, personnes exclues ou âgées, vont devoir payer à présent cette taxe. Cela représente plusieurs dizaines de millions d'euros et donc l'équivalent de milliers d'emplois. Je rappelle que ces mêmes associations ont déjà été exclues du CICE. Venir à présent alourdir leurs charges et sans concertation aucune, c'est tout simplement dramatique. Je vous rappelle, chers collègues, que l'année 2014 a été déclarée grande cause nationale pour l'engagement associatif. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je vous demande de permettre aux associations agréées sous le label Entreprise solidaire d'utilité sociale ESUS
de continuer à bénéficier de l'exonération de la taxe versement transport. Comme nombre de collègues, j'ai souhaité signer l'amendement déposé par Ronan Cadraon, qui, comme il l'a précédemment exposé, reprend la proposition exprimée dans le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire et exonère les associations et fondations lorsque celles-ci bénéficient de l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale, actualisé à l'article 7 du même projet de loi. Revenir sur cette exonération mettrait non seulement en péril le dernier filet de protection des personnes les plus fragiles, mais aussi la survie des milliers d'emplois dans le secteur associatif. Alors je sais, Madame la Ministre, que ce n'est pas dans ce texte que nous pourrons trouver forcément la solution, mais il reste quelques mois. Dans 2-3 mois, nous allons, dans cette Assemblée et à l'Assemblée nationale, aborder le projet de loi de finances pour la sécurité sociale au cours du dernier trimestre. Je souhaite, Madame la Ministre, que vous puissiez profiter de ce texte pour revenir sur cette exonération qui a été supprimée. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord vous remercier pour la qualité des interventions que vous venez de formuler, puisque, au fond, nous sommes effectivement aujourd'hui vous êtes face à un texte qui est un texte extrêmement important. Important pour l'action du gouvernement, important pour les engagements qui sont pris, important pour l'avenir de notre pays. Et je veux, à cette occasion, rebondir sur un certain nombre de points que vous avez mis en avant. Et je voudrais saluer la manière dont M. Caffé a bien mis en perspective les engagements qui sont les nôtres et les choix qui sont ceux du gouvernement, en montrant que nous cherchons à relever les 3 grands défis qui se posent à notre pays, la réduction de la dette et des déficits publics, la restauration des marges et la compétitivité de nos entreprises et le soutien au pouvoir d'achat des salariés et des ménages modestes. Or, ces 3 défis ont trop souvent tendance à être présentés comme contradictoires, comme si nous ne pouvions pas à la fois assumer une politique de compétitivité en direction des entreprises, une politique de réduction des déficits qui mine la crédibilité de nos systèmes sociaux et une politique en faveur de l'emploi et des ménages. Et c'est cette cohérence d'ensemble que Madame Christiane de Montès a particulièrement mis en évidence, en rappelant l'engagement qui est le nôtre depuis 2 ans en faveur de notre modèle social, de notre système de protection sociale. Et je veux saluer, comme elle l'a fait, le choix que nous faisons d'engagement nouveau en direction de droits nouveaux. Je ne reprends pas ce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Elle a particulièrement insisté, et je l'en remercie, sur les droits nouveaux en direction des femmes, pour la prise en compte, par exemple, des congés maternité de façon plus globale et plus cohérente pour ce qui est du départ en retraite. Mais je veux vraiment indiquer là que c'est un choix de ce gouvernement et qu'il ne s'agit pas de dire, comme je l'entends parfois, que ce serait une pétition de principe. C'est une réalité, puisque ces droits, ils se mettent en œuvre, ils se sont mis en œuvre, et il y a des femmes, des hommes qui, dans notre pays, bénéficient de droits dont ils ne bénéficiaient pas il y a 2 ans. Et je le dis à toutes celles et tous ceux qui interviennent pour dire, au fond, que nous n'aurions comme seule ligne de perspective que le soutien aux entreprises ou, comme l'a dit M. Vatrin, au MEDEF. Moi, ça n'est pas le MEDEF qui me préoccupe, ça n'est pas le MEDEF qui dicte la politique du gouvernement, c'est la volonté de faire en sorte que dans notre pays progressent les droits et progresse la situation des salariés. Or, je vous le dis, Monsieur Vatrin, le principal droit auquel les Français peuvent prétendre, c'est celui du travail et de l'emploi. Et aujourd'hui, nous avons un déficit d'emploi dans notre pays, et j'ai le regret de vous dire que là, nous avons une divergence, mais ce n'est pas en claquant des doigts et en disant qu'il faut dépenser davantage pour
et alourdir les déficits qu'on va, comme par miracle ou comme par prestidigitation, créer des emplois dans notre pays. Ce sont les entreprises qui créent des emplois, même si nous pouvons aussi créer des emplois publics lorsque c'est nécessaire, mais nous avons besoin des entreprises et que les entreprises s'engagent pour la création d'emplois. Sinon, tous les droits que vous pouvez mettre en avant ne seront que mirages, parce que viendra un jour où nous devrons constater que nous ne sommes plus capables de les financer. Je veux indiquer d'ailleurs que nous sommes dans une logique d'équilibre, et c'est pour cela que je dis à messieurs Barbier, à monsieur Roche, vous m'appelez Madame le ministre à longueur d'intervention et nous nous connaissons bien, nous travaillons ensemble avec amitié et plaisir, mais que diriez-vous si moi je vous appelais Madame, Monsieur la sénateur, Madame, je n'oserais même pas, mais Monsieur la sénateur, donc de grâce, si j'ose dire, concédez-moi un petit Madame la ministre, ça me fera plaisir et vous en serez tout à fait content par là même. Mais donc j'en reviens au contenu, au point fort de votre propos, qui était de dire, comme M. Cadou d'ailleurs, pourquoi attendre pour mettre en œuvre les réductions de cotisations dont doivent s'acquitter les entreprises. Nous avons aujourd'hui un problème, un enjeu de confiance des entreprises dans notre pays. Pas simplement les entreprises françaises, mais éventuellement d'ailleurs les acteurs économiques de façon plus large. La France, elle a des atouts. Et tous les éléments, tous les ingrédients de la croissance sont là. Ce qu'il faut, c'est au fond créer un cadre, donner un cadre stable, visible, lisible. Ce qui compte pour les entreprises, ce n'est pas que dans 15 jours, dans 3 mois, viennent enfin se mettre en place des baisses de cotisations, c'est que les engagements soient pris, soient tenus et soient votés. Et donc, le vote de ce texte de loi, il a pour enjeu de donner une perspective et une lisibilité aux entreprises. En échange de quoi, comme je l'ai dit, les entreprises savent ce à quoi elles peuvent s'attendre et il leur appartient évidemment à leur tour de s'engager parce que le pacte de responsabilité, c'est un pacte qui unit plusieurs parties, les entreprises doivent s'impliquer. Alors, Monsieur Desessard, vous disiez, mais au fond, tout cela ne se décrète pas et il faut pouvoir mesurer les contreparties. Bien, il y a quelques jours, et cela a été indiqué aujourd'hui même, une grande fédération de notre pays, la Fédération de la chimie, s'est engagée dans un accord dans le cadre du pacte de responsabilité, s'est engagée pour la création de plusieurs dizaines de milliers d'emplois, 47 000 a-t-elle évalué au cours des années à venir. Ce sont des engagements que prennent les entreprises et qu'il nous appartiendra évidemment de vérifier. Dans d'autres secteurs, ce sera peut-être d'autres types d'engagements parce qu'il y a les nombres de créations d'emplois, il y a la qualité des emplois, il y a la formation, il y a l'accueil d'apprentis et de futurs salariés. Et ce sont tous ces enjeux qui comptent. Comme l'a dit Madame de Montès, il est important que la négociation collective se saisisse de ces questions et permette de faire l'évaluation de ce qui est engagé. Je veux par ailleurs indiquer que cette exigence de compétitivité qui nous amène aujourd'hui à proposer un plan à la fois d'engagement et de contribution d'efforts collectifs, se fait dans un souci de justice. Je ne l'ai sans doute pas suffisamment souligné et je remercie Monsieur le rapporteur général de Digny d'avoir indiqué que nous avons fait le choix assumé de ne pas mettre à contribution les Français les plus modestes, pas simplement ceux qui sont en situation de précarité, et non seulement le plan pauvreté sera maintenu, et évidemment ces personnes, les personnes concernées ne seront pas mises à contribution, mais les Français modestes ne sont pas concernés par les efforts qui sont demandés, et je veux redire que même si je ne conteste pas
que les retraités de notre pays soient mis à contribution. Les plus modestes d'entre eux ne sont pas concernés. Comme l'a dit Madame de Montès, il y a des retraités en situation de fragilité dans notre pays. C'est ce que montre le Fonds de solidarité vieillesse et nous y sommes attentifs. Et Monsieur Daudigny a lui aussi mis l'accent sur les mesures qui ont été prises dans cette direction. Mais si nous demandons des efforts à l'ensemble des Français, et y compris aux retraités, même si nous laissons de côté de l'effort demander les retraités les plus modestes, je veux dire qu'il est normal de demander à l'ensemble de la communauté nationale, à l'ensemble des Français, de participer à un effort, puisqu'effort il est nécessaire de faire pour les plus jeunes dans notre pays, pour l'emploi des catégories actives. On ne peut pas considérer que la priorité numéro 1, c'est l'emploi et l'emploi des jeunes, et estimer dans le même temps qu'un effort qui est demandé devrait ne pas concerner les personnes qui sont retraitées dans notre pays. La solidarité intergénérationnelle à laquelle nous faisons en permanence référence lorsque nous discutons des textes sur l'avenir de notre système de protection sociale, ça ne doit pas simplement être un slogan pour ceux qui défendent la protection sociale qui existe dans notre pays, ce doit être une réalité. Et la solidarité entre les générations, elle suppose que l'ensemble des générations se mettent ensemble pour favoriser le retour de l'emploi, le retour de la croissance et offrir des perspectives à nos concitoyens les plus modestes. Je veux dire à Madame Archimbaud que sans doute nous aurons l'occasion d'en débattre, des perspectives différentes ou des perspectives de long terme peuvent s'offrir en matière de santé. Ces perspectives de long terme, je les défends. Et j'ai eu l'occasion de le dire, j'aurai l'occasion d'en débattre avec vous à l'occasion de la loi de santé. Mais par définition, des réformes qui portent sur le long terme ne produisent pas des économies immédiates et nous devons donc réfléchir à la manière d'organiser notre système de santé différemment, qui produisent des effets assez rapidement. Et je sais que vous serez d'accord d'ailleurs pour considérer que certaines des mesures qui seront portées dans les textes des années prochaines sont des mesures qui doivent être défendues, comme la pertinence, la vérification, l'évaluation des actes médicaux, par exemple. Mais laissez-moi vous dire, Madame la sénatrice, que si je partage ce que vous dites sur l'accès aux droits, sur la lutte contre les refus de soins, je ne peux pas partager ce que vous dites sur la défiance à avoir à l'égard de la vaccination. Des études, nous en avons énormément sur les vaccins. Et il y a un risque aujourd'hui, je veux insister là-dessus, il y a un risque dans notre pays à avoir des propos de défiance à l'égard de la vaccination, alors que trop d'hommes, trop de femmes aujourd'hui renoncent à se vacciner au nom de considérations générales, de parti pris, mais mettent en danger non seulement leur santé, mais aussi celle de ceux qui les entourent. Enfin, je veux indiquer à Monsieur Kerbraon et à Monsieur Labazée que j'entends leurs préoccupations sur l'économie sociale et solidaire, sur les établissements de santé en particulier qui appartiennent à ce secteur de l'activité privée à but non lucratif. Je suis extrêmement attentive au rôle et à la contribution que représentent ces établissements dans notre système. Vous avez vous-même dit d'ailleurs que des amendements que vous proposez sont des cavaliers dans le texte qui est aujourd'hui examiné. Donc nous serons obligés d'y répondre de cette façon-là. Mais je suis très attentive à la situation des établissements de santé appartenant à l'hospitalisation privée à but non lucratif. Mesdames et messieurs les sénateurs, c'est un texte de mobilisation qui vous est proposé et vient un moment où, lorsque il est nécessaire de faire appel à l'ensemble des forces de ce pays pour aller de l'avant, il nous faut marquer
voulez, de la cohérence et de la constance. Il n'est pas temps de reculer, il est temps d'aller de l'avant et d'offrir une perspective, en particulier aux plus jeunes générations, et c'est cela la responsabilité à laquelle je vous appelle. Merci Madame la Ministre. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Madame Isabelle Pasquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ont déposé une motion distribuée sous le numéro 66 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion. La parole est à Madame Isabelle Pasquet pour la motion. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, pour la seconde fois depuis l'adoption de la LOLF, Assemblée nationale et Sénat sont appelés à examiner un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, lequel est singulier, chacun en conviendra, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de modifier des tableaux adoptés en loi de finances initiale afin de tenir compte d'évolutions économiques et budgétaires. Il s'agit en réalité d'acter dans la loi une évolution politique, un renversement de doctrine. Si l'on peut débattre du bien-fondé des mesures proposées dans ce PLFR-SS pour 2014, personne ne peut raisonnablement prétendre que le prétendu pacte de responsabilité est conforme aux engagements pris devant le peuple de France par le candidat socialiste à la présidence de la République. Singulier encore puisque, bien qu'il soit présenté par le gouvernement, nous avons l'impression que ce PLFR-SS puise son inspiration dans les dogmes libéraux défendus depuis plus de 20 ans par une partie du patronat français, celle la plus hostile à la notion de mutualisation et de partage des richesses, pourtant au cœur de notre pacte social depuis 1945. Incontestablement, si le gouvernement a fourni le papier, c'est bien l'encre du MEDEF qui est imprimée sur ce projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. La genèse du pacte de responsabilité, imaginé par Pierre Gattaz et appelé par lui pacte de confiance, suffit à confirmer mes propos, à tel point, mes chers collègues, que le Premier ministre lui-même, en visite à Berlin, a assuré, je cite, « La France a engagé des réformes importantes, des réformes de structure, parlant du pacte de confiance et de solidarité pour soutenir la croissance. » Il n'a même pas pris la précaution oratoire imaginée par les communicants du gouvernement qui pensent qu'en rebaptisant le pacte de confiance du MEDEF en un pacte de responsabilité du gouvernement, l'assimilation entre les deux projets ne serait plus possible. Malheureusement pour le Premier ministre, les efforts du gouvernement pour dissimuler la paternité de ce projet sont gâchés par son initiateur. Le patron des patrons qui, suite à cet incident, déclarait immédiatement à la presse « Nous avons salué le pacte de responsabilité que nous a servi le Président de la République le 31 décembre et qui est inspiré, je ne le dis pas trop fort, du pacte de confiance que nous lui avons apporté sur un plateau. » Tout est dit, du moins sur le processus de collaboration législative entre le gouvernement et le MEDEF. Même les organisations syndicales qui soutiennent le pacte ont publiquement regretté de n'avoir pas été associés à la construction du projet et de l'avoir appris, comme nous tous, par voie de presse. Curieuse conception du dialogue social. Pour autant, cette méthodologie très contestable n'est pas la seule raison qui justifie notre opposition au pacte de responsabilité et à ce PLFR-SS pour 2014. C'est bien son contenu, les régressions qu'il comporte, l'appauvrissement et l'affaiblissement programmés de la sécurité sociale qui nous conduisent notamment à considérer que l'adoption de ce PLFR-SS serait un nouveau coup porté à notre modèle social, sans assurer la sortie de crise économique et sociale que nos concitoyens attendent impatiemment. Et si j'insiste sur la notion de crise sociale, c'est que les observateurs, les journalistes, les économistes et d'une certaine manière le gouvernement ont tendance à ne parler que de la crise économique, oubliant trop vite combien celle-ci pénalise et frappe durement les plus modestes, les précaires, les retraités, les jeunes et les malades. En effet, le dernier rapport de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale
fait apparaître un accroissement spectaculaire de ces inégalités depuis le tournant du siècle, au point que, sous l'impulsion d'une crise économique sans précédent, qui s'apparente à un épisode nouveau dans la crise du capitalisme financiarisé, le revenu moyen des 20% des Français les plus riches équivalait à 4,1 fois celui des 20% les plus pauvres en 2000 et 4,6 fois plus en 2011. En 10 ans, l'écart s'est creusé de 12%. Ce mouvement d'accroissement extraordinaire des richesses de certains et d'appauvrissement radical d'autres est la conséquence des mesures prises en faveur des plus riches par Nicolas Sarkozy et de l'absence de mesures courageuses contre le capital et la finance depuis l'élection de François Hollande. Des mesures que, par ailleurs, nous avions ensemble, socialistes, écologistes, radicaux et communistes, condamnées au Sénat lorsque notre haute assemblée était majoritairement à gauche et que le gouvernement et l'Assemblée nationale étaient encore à droite. Depuis, si les aspirations de nos concitoyennes et concitoyens n'ont pas changé, conduisant d'ailleurs à l'élection de François Hollande à la présidence de la République, les réponses que le gouvernement leur apporte ont bien changé. Plutôt que de sécuriser l'emploi en interdisant les licenciements boursiers, vous avez transposé l'ANI qui autorise les employeurs à licencier pour motif économique, même en l'absence de difficultés réelles économiques. Quant à la formation professionnelle, levier indispensable pour permettre aux salariés d'anticiper les évolutions technologiques, vous avez permis aux entreprises les plus grandes de réduire leur part de financement au plan de formation et avez supprimé une partie de la mutualisation du financement qui profitait aux salariés des petites entreprises. Plutôt que d'assurer une réforme solidaire de l'impôt en instaurant une plus grande progressivité, vous avez maintenu durant 1 an le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Vous avez imposé une taxe aux retraités censée financer la part d'autonomie, mais dont les fruits sont en réalité détournés de sa mission première depuis sa création. Vous avez augmenté la TVA et soumis à l'impôt sur les revenus des salariés la participation des employeurs au financement des contrats d'assurance santé complémentaires. Plutôt que de garantir le droit à la retraite pour toutes et tous dès 60 ans, vous avez allongé la durée de cotisation, repoussant l'âge effectif de départ à la retraite à taux plein, dans le même temps que vous réduisiez déjà, j'ai envie de dire, les cotisations patronales. Vous avez repoussé une première fois la date de la revalorisation des retraites d'avril à octobre, pour au final les geler aujourd'hui. Chacune des mesures que vous avez consenties aux employeurs, chacun de vos renoncements au profit du monde de la finance, les salariés, les familles et les retraités en ont supporté les conséquences. Et vous voudriez aujourd'hui, à travers ce projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, que soit amplifié ce mouvement. Mais dans quelle voie, si ce n'est l'impasse libérale dans laquelle la droite, le baron Sellière, Laurence Parisot et les Gattaz, père et fils, ont conduit notre pays depuis plus de 20 ans. Le pacte de responsabilité dont il est question ici s'inscrit dans la lignée des mesures d'allègement de cotisations sociales consenties aux employeurs sur les bas salaires et que la loi Fillon a étendues. Et comme il y a 20 ans, patronat et gouvernement promettent que ces mesures, censées répondre à une nécessaire réduction du coût du travail, seront accompagnées de contreparties. Là encore, la technique est rodée. Souvenez-vous, dans les années 80, Philippe Séguin, ministre de l'Emploi, et Yvon Gattaz décidaient ensemble de supprimer l'autorisation administrative de licenciement, l'ancien président du CNPF affirmant « En échange, je m'engage à échéance de 3 ans à créer 540 000 emplois ». 3 ans plus tard, la France comptait 200 000 chômeurs de plus. Pour s'en justifier, le patronat se réfugiait alors derrière la crise économique. Il ne demande à tonnes. L'histoire se répète, et comme en 80, les victimes sont du côté des travailleurs. Par ailleurs, la technique proposée ici, à savoir la réduction d'une partie des cotisations patronales, n'est pas nouvelle, et au regard des évolutions de la courbe du chômage depuis 20 ans, force est de constater qu'elle n'a pas fait la preuve de son utilité. Tout du moins pour ce qui est, comme le prétendent gouvernement et patron, de favoriser l'emploi et donc de relancer l'économie. Cette politique a toutefois réussi à réduire considérablement la part de financement des employeurs à la sécurité sociale. Et contrairement au discours erroné du MEDEF,
En la matière, le coût du travail et notamment du financement de la sécurité sociale ne tend pas à croître. Au contraire, le poids des cotisations sociales employeurs dans la valeur ajoutée a baissé de 18,2% en 1992 à 16% en 2006. C'est sans compter les 22 milliards d'exonération de cotisations employeurs consentis chaque année, les 6 milliards du crédit impôt recherche, les 6 milliards de baisse de la taxe professionnelle, les 20 milliards d'euros accordés au titre du CICE. Et pour quel résultat, si ce n'est un tassement généralisé des salaires, une paupérisation grandissante des salariés et un chômage record jamais atteint, même au plus fort de la crise économique. Parce qu'il reprend les dogmes du passé, critiqués par tous les observateurs sérieux, y compris la Cour des comptes, le pacte de responsabilité produira mécaniquement les mêmes effets. Il conduira probablement les employeurs à maintenir les travailleurs dans des salaires de misère pour conserver le bénéfice des exonérations de cotisations sociales et participera même à détruire des emplois qualifiés et rémunérateurs. La rapporteure du projet de loi de finances rectificative et une étude des services de Bercy explique même que la traduction du pacte de responsabilité aura un effet récessif, conduisant ni plus ni moins à la suppression de 60 000 emplois. 60 000 emplois en moins, c'est-à-dire autant de salariés privés d'emploi à indemniser et prestations sociales à servir en échange d'une réduction de recettes sociales de l'ordre de 8 milliards d'euros rien qu'en 2015. Et là encore, nous disposons en la matière d'un recul suffisant pour bien voir que les mesures d'allègement, d'exonération, de suppression des exonérations cotisations sociales sont dans les faits inefficaces pour réduire le chômage. Les économistes atterrés ont récemment rendu publique une analyse du pacte de responsabilité évaluant le rapport efficacité-coût des allègements Fillon qui inspire le pacte de responsabilité. Pour eux, rapportant ces dépenses au volume d'emplois créés ou sauvegardés, on peut estimer le coût annuel pour les finances publiques de chacun de ces emplois à près de 75 000 €, un coût exorbitant pour des emplois souvent à bas salaire, de qualité incertaine et mis à la disposition des entreprises privées. Cette somme astronomique est à rapprocher du budget consacré aux contrats aidés. En 2010, ils ont coûté 5 milliards d'euros pour 520 000 contrats conclus, ce qui porte le coût du contrat pour la collectivité publique et les comptes sociaux à tout juste 10 000 €. On peut faire la même démonstration avec le CICE. L'OFCE a estimé l'effet sur 5 ans à 150 000 emplois créés pour un coût annuel estimé à 20 milliards d'euros à partir de 2014. Alors que notre pays connaît une situation économique douloureuse et que chaque dépense est comptée, au point même d'imposer des mesures injustes et antisociales comme le gel des retraites, il nous semble au groupe CRC qu'aucune mesure ne doit être prise si celle-ci fragilise la sécurité sociale, c'est-à-dire fragilise le seul outil qui sert encore d'amortisseur social. À moins que l'emploi et la baisse du coût du travail ne servent en réalité à dissimuler le projet réel du MEDEF, validé par le gouvernement, de suppression totale du financement de la branche famille par les cotisations sociales. Cette exigence ancienne du patronat qui voit dans la suppression de la branche famille de la sécurité sociale une première étape de l'explosion du système tout entier est déjà bien entamée. Et les gouvernements de Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls y ont contribué en réduisant par 2 fois le taux de cotisation alimentant de cette branche. Une première fois à l'occasion de la réforme des retraites en 2013 et une seconde fois dans ce PLFR-SS pour 2014. Pour justifier cette rupture majeure avec les avancées contenues dans le CNR, celui qui constitue notre pacte social, le patronat avance l'idée que les prestations familiales seraient sans lien avec le travail. Un argument entendu et assimilé même par Michel Sapin, puisque lorsqu'il était ministre du Travail, il affirmait, je le cite, « Le fait que vous ayez des enfants n'est pas en lien avec votre travail, donc il n'y a pas de raison que ce soit financé par les entreprises. Tout le monde bénéficie de la politique familiale, le seul critère est d'avoir des enfants. Il n'y a pas de raison qu'elle soit financée principalement par le travail. » Et pourtant, lorsque l'on se penche sur les mécanismes de compensation des allègements consentis aux employeurs sur la branche famille, on s'aperçoit qu'ils pèsent majoritairement sur les salariés
et sont précisément en lien avec le travail et les salaires. On y trouve la CSG, qui représente 18% de ces ressources, et parmi les autres impôts et taxes affectés, on note que la plus grosse ressource, près d'un tiers en 2010, est issue de la taxe sur les salaires, c'est-à-dire une taxe qui porte sur le travail, mais acquittée par les salariés. Comme le soulignent les économistes atterrés, une taxe qui porte sur le travail, se substituant donc à des cotisations sociales employeurs, au motif affiché que les prestations familiales ne devraient pas être financées par des prélèvements portant sur le travail. Cette politique de substitution du financement des employeurs par les salariés s'accompagne dans le même temps d'une remise en cause des prestations délivrées par la branche famille. Je pense naturellement aux modifications que vous avez apportées au quotient familial et aux tentations que certains ont de remettre en cause l'universalité des prestations familiales, pilier de notre politique familiale. Et ce qui se joue aujourd'hui avec la branche famille n'est que l'antichambre de ce qui se passera demain. L'application totale du pacte de responsabilité qui permettra aux employeurs de réduire leur participation au financement de la sécurité sociale s'accompagne d'un corollaire, la réduction des dépenses sociales de plus de 11 milliards d'euros, une réduction qui conduira de fait à des mécanismes d'exclusion et de renoncement aux soins, une réduction qui conduira nos concitoyens à adopter pour des mécanismes de type assurantiel et commerciaux pour substituer à la sécurité sociale, tant sur la santé, l'assurance chômage que les retraites. Une réduction qui accroîtra les inégalités sociales, alors même que les mesures d'exonération de cotisations sociales conduiront à la généralisation des trappes à bas salaire et donc de la précarité. La voie dans laquelle le gouvernement et le MEDEF veulent nous conduire avec l'adoption de ce PLFR-SS pour 2014 pourrait bien être irréversible. Elle acte la priorité donnée au capital contre l'humain. Elle substitue notre pacte social par un pacte d'irresponsabilité. C'est pour toutes ces raisons, et non pas pour couper court au débat ou même pour l'éviter, mes chers collègues, que nous avons choisi de déposer cette motion tendant à opposer la question préalable et que je vous invite à adopter. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Jacqueline Alquier, contre la motion. Je veux tout de suite annoncer, ce qui ne vous étonnera pas, que nous ne voterons pas cette question préalable. Vous ne nous avez pas convaincus. À l'avalanche d'arguments contraires, critiques, nous attendons des propositions soutenables. Ce texte présenté par le gouvernement est un texte responsable, car pour nous, la responsabilité, c'est engager notre pays sur la voie de l'avenir et c'est préserver le modèle social. Ce texte est un texte responsable, car pour nous, la responsabilité, c'est engager notre pays sur la voie du redressement économique en privilégiant l'emploi et la cohésion sociale. Nous connaissons les faits, nous sommes confrontés à une situation de nos finances publiques très difficile, en dépit des efforts déjà engagés, et à une perte de compétitivité de nos entreprises qui pénalise l'emploi et notre redressement économique et budgétaire. Depuis 2002, le creusement des déficits budgétaires a entraîné une croissance ininterrompue de la dette. Nous héritons aujourd'hui de cette situation et l'Europe impose ses critères, alors nous n'avons pas le choix. La stratégie économique courageuse du gouvernement vise à inverser cette tendance. Un pacte de stabilité avec la mise en œuvre d'un pacte de responsabilité et de solidarité, doublé d'un plan d'économie, s'impose à nous, notamment pour assurer l'avenir de notre jeunesse et redonner confiance à nos concitoyens. Baisse du coût du travail, baisse des impôts, justice dans les économies, voilà les trois piliers de ce texte, je n'y reviendrai pas, ils ont été développés par notre rapporteur. Mais permettez-moi de redire que la reprise économique et le retour de la croissance sont en effet la clé d'une baisse durable du chômage. Afin de renouer avec la croissance, ce projet ambitionne de redonner à notre tissu économique la capacité de mieux affronter la concurrence grâce à l'allègement du coût du travail et à la relance de la consommation populaire. Ne nous en privons pas.
Cette démarche marque une véritable rupture avec la période précédente qui a vu l'accroissement des déficits tout au long du quinquennat, des déremboursements massifs pour les assurés, ainsi que le démembrement et la fragilisation de notre système de santé en général et de l'hôpital public en particulier. Pour toutes ces raisons, nous rejetons cette question préalable. Nous devons débattre d'un texte qui engage notre avenir et le débat qui doit avoir lieu doit nous permettre de préciser un certain nombre de points et d'améliorer des dispositifs. Je pense notamment à l'amendement déposé par notre rapporteur sur le régime de cotisation applicable aux particuliers employeurs. Pour conclure, face à une crise qui perdure et à un chômage de masse qui s'ancre, il nous faut soutenir le gouvernement qui se veut combatif. Madame la ministre nous l'a dit en introduction, il se veut tenace et têtu. Pour réussir, nous avons besoin de l'ensemble des forces vives en mouvement. Nul ne détient la vérité, mais notre jeunesse n'attend qu'une seule chose, qu'on lui fasse confiance pour créer, innover et faire avancer la France. Je le redis, nous ne pouvons, en conformité avec la Commission des affaires sociales, que nous prononcer contre votre question préalable. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la Commission ? Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, mes chers collègues, la Commission des affaires sociales a donné, bien entendu, un avis défavorable à l'adoption de la question préalable. Merci. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Je dis bien entendu parce que la Commission des affaires sociales avait approuvé le rapport présenté sur le projet de loi. Merci. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Écoutez, le même avis ne vous pas. J'ai indiqué à l'occasion de ma réponse sur la discussion générale qu'il ne s'agissait pas pour le gouvernement d'opposer le progrès social, le soutien aux salariés, la prise en compte des enjeux de pouvoir d'achat à la question de la compétitivité et du dynamisme de notre économie. Je crois vraiment que nous sommes là face à un choix majeur pour l'avenir de notre pays et donc pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées. Évidemment, j'appelle à ne pas voter la motion présentée. Merci, Madame la Ministre. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Je consulte le Sénat sur la question préalable opposée par Madame Isabelle Pasquier, les membres du groupe communiste républicain et citoyen. Je vous rappelle donc que l'avis de la Commission est défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Résultat du scrutin numéro 224 sur la motion tendant à opposer la question préalable. Nombre de votants 345, nombre de suffrages exprimés 208. Pour l'adoption 21, contre 187. Le Sénat n'a pas adopté. Voilà pour la discussion générale du budget rectificatif de la Sécurité sociale pour 2014. Vous pourrez la revoir à tout instant sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée à tous sur notre chaîne. Ils sont descendus les premiers dans la rue.